RFI 23h30 à Libreville, minuit 30 ici à Paris. Toute l'actualité africaine, c'est avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une, le Gabon, les observateurs européens ont analysé les résultats définitifs de la présidentielle dans la province du Haut-Ogooué. Ils parlent d'une anomalie évidente. Vous entendrez la responsable de la mission européenne électorale. L'hommage aux victimes des troubles, des partisans de l'opposition gabonaise se sont rassemblés devant une chapelle ardente en présence de Sébastien Nemeth. On écoutera son reportage. Au Burkina Faso, des anciens ministres de Blaise Compaoré entendus par la gendarmerie. Une audition dans le cadre de l'enquête sur la répression de l'insurrection populaire de 2014. Dans l'actualité encore, l'économie sud-africaine sauvée par ses mines de platine. Le pays échappe à la récession. Il connaît même son meilleur taux de croissance depuis 2 ans. Enfin, le 4, c'est fini en Somalie. Depuis aujourd'hui, plus aucun avion transportant cette plante euphorisante n'est autorisé à se poser. Et c'est tout un marché juteux qui s'envole. La crise au Gabon, l'Union européenne avait déjà dénoncé le manque de transparence de la présidentielle. Cette fois, elle va plus loin. Elle évoque une évidente anomalie. La mission d'observation électorale européenne a analysé la façon dont les résultats ont été compilés. Et pour ce qui concerne la province du Haut-Ogooué, qui cristallise la contestation, le constat est net. L'Union européenne rappelle que dans cette province, les résultats n'ont pas fait l'objet d'une annonce publique et remet en cause leur intégrité. Rappelons que ces résultats ont été déterminants dans cette province. Ils ont permis au président sortant de l'emporter de justesse à l'échelle du pays. Maria Gabriel dirige la mission de l'observation de l'Union européenne au Gabon et elle répond à Florence Maurice. Nous avons vu en effet qu'il y a un réel manque de transparence, pour ne pas dire opacité, qui se révèle dans la gestion du processus dans cette province. Le taux de participation qui est annoncé officiellement est de l'ordre de 99,93%, ce qui est nettement supérieur à tous les autres taux de participation dans les autres provinces et qui en moyenne s'élève à 48%. Lorsqu'on regarde le nombre de non-votants et de bulletins blancs et nuls, on s'aperçoit que les résultats finaux relèvent d'une véritable anomalie. Nous avons également pu constater que l'abstention qui est observée dans une des 15 commissions électorales locales, à elle seule, est supérieure à l'abstention qui est déclarée par la CINAP pour l'ensemble de la province. Donc les analyses que nous avons faites nous permettent de mettre en avant des éléments qui à ce moment échappent à tout raisonnement qui amène à une intégrité des résultats tels quels. Maria Gabriel qui dirige la mission de l'observation de l'Union européenne au Gabon avec Florence Maurice. L'Union européenne qui précise qu'elle n'a pas été autorisée à assister à l'annonce publique des résultats, qu'elle n'a été autorisée à y assister que dans 7 des 9 provinces du pays. Elle réitère son appel aux autorités gabonaises à publier l'ensemble des résultats de l'élection, bureau de vote par bureau de vote, tout en promettant de poursuivre son observation du processus électoral en toute neutralité. Pendant ce temps, à Libreville, une cérémonie d'hommage s'est tenue aux morts dans les violences post-électorales, cérémonie organisée par l'opposition au quartier général de Jamping. Sébastien Nemeth. C'était une cérémonie à la fois solennelle et politique. Dans la cour du QG de Jamping, une gerbe de fleurs a été déposée près d'une chapelle ardente installée sous le drapeau gabonais. Sur cet autel, un panneau avec écrit « La chapelle des combattants de la liberté, morts pour la patrie ». Après avoir entonné l'hymne national, des dizaines de personnes sont venues, une par une, en file indienne pour s'incliner, se signer ou allumer une bougie. Et ce, alors que les murs du QG sont encore criblés de balles en certains endroits. Rappelons-le, les violences post-électorales ont fait officiellement 3 morts. L'opposition estime que le bilan est plus lourd et parle de nombreux disparus. En tout cas, durant la cérémonie, les organisateurs ont relayé le message politique disant que leur camp restait déterminé à défendre la victoire de Jamping malgré les gaz lacrymogènes et les tirs. Fin de citation. Un homme s'est alors présenté et il a réalisé une cérémonie traditionnelle inspirée de la culture Mwiri, un rite plutôt masculin et pour cause puisque l'homme s'est mis entièrement nu. Les femmes ont alors été priées de quitter les lieux, les hommes non initiés de se retourner. L'homme a alors couru autour de la chapelle ardente en
lançant des incantations et en frappant par terre des troncs de jeunes bananiers pour conjurer le mauvais sort. Voilà pour le récit de Sébastien Nemeth avec les moyens techniques de Boris Vichitz, nos envoyés spéciaux à Libreville. Alors que plus de 800 personnes ont été arrêtées dans la capitale gabonaise lors des violences post-électorales, la France, elle, a affirmé être sans nouvelles d'une quinzaine de ressortissants franco-gabonais. L'ambassade de France à Libreville a officiellement demandé aux autorités gabonaises d'avoir accès à ces ressortissants pour vérifier leurs conditions de détention et le respect de leurs droits. C'est ce qu'a confirmé à Léa Westerhoff, le ministre des Affaires étrangères gabonais, Emmanuel Isozé Ngondé. La France, par la voix de son ambassadeur, nous a présenté une liste de 6 personnes. 6 personnes ayant la binationalité. Ce sont les Gabonos français. Qu'est-ce qu'on leur reproche ? Ces personnes ont été pour la plupart directement impliquées dans les actes de violence qui ont accompagné les émeutes qui ont éclaté juste après l'annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle par le ministre de l'Intérieur. Ces actes de violence revêtent un caractère extrêmement grave qui a poussé les forces de l'ordre à procéder à des arrestations. Est-ce que vous allez répondre favorablement à la demande des autorités françaises d'avoir accès à ces personnes pour vérifier leurs conditions de détention et le respect de leurs droits ? La demande a été formulée aujourd'hui. Je l'ai enregistrée. J'ai exprimé un certain nombre de points et d'interrogations devant l'ambassadeur de France. Maintenant, je vais voir avec les autres collègues parce que le ministère des Affaires étrangères ne peut pas, lui seul, apporter une réponse à cette demande. Il faut naturellement une appréciation des autres membres du gouvernement et particulièrement le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice. Emmanuel Isozé Ngondé, le ministre gabonais des Affaires étrangères. La France envoie des renforts en Afrique de l'Ouest. À Paris, l'état-major a confirmé aujourd'hui les informations parues dans la presse, à savoir le déploiement en Côte d'Ivoire d'une compagnie supplémentaire issue du 2e REP de Calvi. En clair, il s'agit de parachutistes de la Légion étrangère. Ces militaires peuvent être déployés dans toute la zone du Mali au Gabon, a rappelé l'état-major. Ces 150 soldats supplémentaires pourraient donc être mobilisés en cas d'évacuation des ressortissants français au Gabon. Kinshasa, 105 FM. Il est 23h passé de 37 minutes à Kinshasa. Les évêques de la SENCO appellent une nouvelle fois toutes les parties à participer au dialogue national. Un appel renouvelé, mais pour la conférence épiscopale, ce dialogue doit être inclusif. Le gouvernement doit donc faire davantage en termes de libération des prisonniers et de réouverture des médias proches de l'opposition. Mais ce n'est pas la seule condition posée par l'Église catholique au Congo. On écoute l'abbé Léonard Santedi, secrétaire général de la SENCO. Les évêques attirent l'attention surtout quand ils parlent de ce cadre constitutionnel en ce qui concerne les articles verrouillés. Vous connaissez les articles verrouillés concernant notamment la durée du mandat présidentiel, concernant l'alternance démocratique au pouvoir, et constituant à verrouiller ces articles pour permettre justement que le cadre actuel qui est issu des accords de Sun City et qui a été coulé dans cette constitution puisse gérer et maintenir l'équilibre. Ceci dit, il faudrait que toutes les forces vives qui sont là aient quand même ce cadre-là en mémoire et ne puissent pas violer cela. C'est un appel à la responsabilité des acteurs politiques par rapport à ce qui est en jeu, l'avenir de la nation. Mais il était important pour la SENCO de rappeler ce cadre-là. Ça veut dire que si ces conditions ne sont pas respectées, vous vous retirez ? Oui, la SENCO ne voit pas comment elle pourra continuer à travailler si on arrivait à trahir ces exigences fondamentales. L'abbé Léonard Santedi, secrétaire général de la conférence des évêques, la conférence épiscopale, il était au micro de Sonia Rollet. Par ailleurs, le président de la SENCO, le chef de la MONUSCO et le nonce apostolique se sont rencontrés pour tenter de coordonner leurs efforts de bons offices. Et comme la MONUSCO, la SENCO continue de consulter toutes les parties pour tenter de rapprocher les points de vue et de ramener les acteurs à la table des négociations. Le Burundi, l'organisation RSF lance une pétition pour réclamer l'ouverture d'une enquête indépendante sur la disparition il y a plus d'un mois de Jean Bigirimana, journaliste pour l'hebdomadaire Iwachu, l'un des derniers médias indépendants du pays. Selon Reporters sans frontières qui cite plusieurs témoins, Jean Bigirimana a été vu la dernière fois le 22 juillet à Muramiva alors qu'il était arrêté par des agents du service de renseignement et depuis sa famille et ses collègues n'ont aucune nouvelle de lui. En bref, en Côte
Côte d'Ivoire, l'interruption de la circulation sur la voie de chemin de fer de la Citaraï. Ce mardi après-midi, vers 15h, une travée s'est en partie affaissée au niveau de la ville de Dimbokro. Selon la compagnie ferroviaire privée qui opère en Côte d'Ivoire, il s'agissait d'un train de marchandises. Pas de victimes, indique la Citaraï, une filiale du groupe Bolloré. On ne sait pas pour le moment quand le trafic va pouvoir reprendre sur cette ligne unique qui relie Abidjan à Ouagadougou. RFI à Ouagadougou, 94 FM. Et nous partons au Burkina Faso. Des anciens ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré ont été entendus aujourd'hui à la gendarmerie de Ouagadougou. Tous ceux qui ont adopté en Conseil des ministres le projet de loi sur la modification de la Constitution, une modification, on s'en souvient, qui avait mis le feu aux poudres en 2014, eh bien, tous ces ministres sont sous le coup d'une commission rogatoire. Ils ont été entendus dans le cadre de l'enquête sur la répression de l'insurrection populaire qui allait suivre. Yaya Boudani. Une dizaine d'ex-ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré ont répondu à la convocation de la gendarmerie nationale. Parmi ceux qui se sont présentés ce mardi au camp Paspanga de Ouagadougou figure Arsène Bougné-Sanyé, ex-ministre d'État chargé des réformes politiques, Jean-Bertin Ouédraogo, ex-ministre des infrastructures, Jean Koulidiati, ex-ministre du développement de l'économie numérique, Baba Ama, ex-ministre de la culture, ou encore Mamounata Ouédraogo, ex-ministre de l'eau et des aménagements hydrauliques. Plusieurs absences ont été signalées. Les intéressés ont été installés sur des bancs et quelques chaises devant la porte de la salle où se tenaient les auditions. C'est Bougné-San Arsenier, ex-ministre d'État chargé des réformes politiques sous Blaise Compaoré, qui a été reçu en premier par les gendarmes. Après 1 heure d'entretien, il a laissé sa place à un autre ex-ministre. Vous comprenez aisément qu'on ne peut pas vous parler du contenu de l'audition, lance-t-il avant de quitter la gendarmerie. Ces auditions se sont déroulées durant toute la journée. Yaya Boudani, Ouagadougou, RFI. Et l'attaque contre le poste douanier du Burkina à Marcoy, près de la frontière du Niger, dans la nuit de jeudi à vendredi. Cette attaque a été revendiquée par Adnan Abou Walid Al-Sahraoui. Ce dissident du mouvement de Mokhtar Belmokhtar avait prêté en mai 2015 allégeance au groupe État islamique. Cette attaque avait fait 2 morts, un douanier et un civil. En Algérie, un film documentaire parlant de la campagne électorale de 2014, lorsque Abdelaziz Bouteflika a été élu pour un 4e mandat, a été censuré. Ce documentaire, ce film Vote Off, O2F, c'est son titre, devait être projeté à Béjaïa dans le cadre des rencontres cinématographiques, le seul festival de cinéma indépendant du pays. Mais les organisateurs n'ont pas eu l'autorisation du ministère de la Culture. Ils ont donc annoncé qu'ils annulaient purement et simplement la projection. Une délégation ministérielle de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest est arrivée à Bissau aujourd'hui. Sa mission, c'est d'évaluer la situation de crise que vit la Guinée-Bissau depuis plus d'1 an. Elle est dirigée, cette délégation, par le ministre libérien des Affaires étrangères et comprend les chefs de la diplomatie de Guinée et de Sierra Leone. Une bonne nouvelle pour l'Afrique du Sud, alors que l'économie du pays est moribonde depuis plusieurs années. Le pays a réussi à éviter la récession, selon l'Agence nationale des statistiques. Pourquoi ? Eh bien parce que le taux de croissance pour le 2e trimestre de l'année atteint les 3,3%. Il s'agit même de la meilleure croissance trimestrielle depuis 2 ans. À Johannesburg, Alexandra Bonjon. Il s'agit de la meilleure croissance trimestrielle enregistrée depuis près de 2 ans. Plus 3,3% au 2e trimestre, après une baisse de 1,2% en début d'année. Ce rebond s'explique par une forte progression du secteur minier et notamment de la production de platine, dont l'Afrique du Sud est le numéro 1 mondial. L'industrie manufacturière a également tiré la croissance vers le haut grâce à sa production automobile. Mais les économistes tempèrent, l'amélioration est principalement due aux chiffres très bas du premier trimestre, disent-ils, ajoutant que sur l'année, la croissance devrait à peine dépasser les 0,5%. Ces chiffres constituent toutefois une bouffée d'oxygène pour l'économie du pays qui tourne au ralenti depuis plusieurs années et dont la note souveraine pourrait être dégradée au statut spéculatif d'ici la fin de l'année. Alexandra Bonjon, Johannesburg, RFI. Une opération militaire qui a mal tourné au Nigeria. 4 militaires sont morts, noyés dans le delta du Niger, alors qu'ils pourchassaient en bateau des rebelles. Leur bateau a chaviré. L'armée a lancé il y a quelques semaines l'opération Sourire de crocodile, destinée à neutraliser les groupes armés qui attaquent les installations pétrolières. Plus de CAT pour la Somalie. À compter d'aujourd'hui, plus aucun avion transportant du CAT n'est autorisé à se poser dans ce pays. Cette plante euphorisante cultivée
suivez, au Kenya et en Éthiopie est très largement consommé dans toute la Corne de l'Afrique. Alors même si l'État autoproclamé du Somaliland et de l'État du Puntland ont refusé d'appliquer l'interdiction, celle-ci pourrait bien être un tournant historique pour les hommes de Mogadiscio et de sa région. Léonard Vincent. L'arrivée de l'avion de CAT, c'est un événement tous les matins sur l'aéroport de Mogadiscio. Mais ce mardi matin, rien. Pas un avion n'est venu assurer la livraison. La veille, le ministre somalien de l'aviation, à la surprise générale, a rédigé une circulaire interdisant au chargement de CAT d'atterrir dans son pays. L'interdiction du CAT était une vague promesse du président somalien. Pourtant, l'économie du CAT dans le pays est considérable. Les hommes de Mogadiscio dépensent plus de $600 000 par jour pour avoir droit à quelques branches. Au Kenya, la région des collines de Nyambane est largement dépendante de la plante, de même que plusieurs milliers de paysans en Éthiopie. Son commerce vers la Somalie, mais aussi le Yémen ou Djibouti, rapporte 90 millions d'euros par an au Kenya, le double à l'Éthiopie. Du côté des partisans de l'interdiction, on jubile et on incite les Somaliens à se servir plus utilement de leur temps et de leur argent. Au Kenya, c'est la consternation. L'association des commerçants de CAT de Nyambane espère que ce n'est qu'une décision temporaire dictée par des motifs politiques. La Somalie et le Kenya ont en effet de nombreux contentieux à régler. Et le CAT pourrait n'être qu'une monnaie d'échange. Léonard Vincent. Des nouvelles de la santé de Desmond Tutu, l'archevêque anglican, icône de la lutte contre l'apartheid et prix Nobel de la paix, est hospitalisé depuis 2 semaines maintenant dans la ville du Cap. Il doit subir demain une petite intervention chirurgicale selon sa famille qui ne donne pas davantage de détails. Desmond Tutu est âgé de 85 ans. Vous écoutez RFI, il est 0h passé de 46 minutes. Afrique Soir sur RFI. Et merci de nous être fidèles. Restez avec nous dans quelques instants. Le sport, le journal de Philippe Zigraf. Ensuite, les meilleurs moments d'appel sur l'actualité. Vous avez beaucoup parlé du Mali ce matin dans l'émission de Juan Gomez, 3 ans après l'arrivée au pouvoir d'Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta. Mais tout de suite, c'est notre invité. Il s'agit de Farator Chani, le ministre tunisien de la Défense, qui vient d'être reconduit dans ses fonctions. Il était l'invité d'honneur des 14e universités d'été de la Défense à Paris. Il a bien sûr été question de terrorisme, alors que les djihadistes de l'organisation État islamique commencent à être chassés de leur fief de Sirte en Libye. La Tunisie, elle, redoute des infiltrations. Farhat Ocharni, avec notre spécialiste des questions de défense, Olivier Four. Monsieur Chani, bonjour. Bonjour. La Tunisie n'a jamais été depuis l'indépendance un pays très militarisé, mais on se rend compte que la menace est là aujourd'hui. Comment est-ce que la Tunisie relève ce défi sécuritaire ? Je pense que, comme vous l'avez dit, la Tunisie n'a jamais été militarisée. C'est un pays qui a toujours investi dans l'éducation, dans la santé, dans la femme. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la Tunisie est ce qu'elle est maintenant, c'est-à-dire une exception. Alors comment la Tunisie a réagi face à cette question? Je dirais que nous avons opté pour une stratégie globale. Donc nous avons dit qu'il faut commencer déjà par s'équiper, s'armer. Deuxième chose, le terrorisme exige une formation adéquate. Ce n'est pas un danger conventionnel, ce n'est pas un danger classique. Et donc il faut une armée qui soit adaptée, donc c'est-à-dire des soldats très mobiles comme les terroristes eux-mêmes. Le troisième élément de la stratégie, le renseignement. C'est l'arme la plus efficace contre le terrorisme. Le renseignement est d'abord humain. Cela suppose aussi la confiance du peuple, mais également le renseignement technique. Et là, ce sont aussi des sacrifices donc financiers parce que ça demande beaucoup de moyens. Et la guerre contre le terrorisme n'est pas une guerre seulement militaire. Et d'ailleurs, si on l'amène seulement et donc uniquement d'un point de vue militaire, on la perd cette guerre. Le terrorisme naît dans l'esprit des jeunes, des enfants. Et donc il faut aller à l'école, il faut construire une nouvelle forme de communication donc avec les jeunes. Il faut donc diffuser un discours religieux donc modéré, ne jamais préférer les solutions militaires. Et c'est avec ça que je pense qu'on peut mener cette guerre, mais elle sera très longue, c'est pas fini. J'espère qu'on vaincra cette menace. Monsieur le ministre, une nouvelle intervention armée occidentale en Libye aurait immanquablement des conséquences directes sur la sécurité de la Tunisie. Je pense que cette intervention est maintenant elle n'est plus à jour parce que elle a été posée il y a quelques mois. Nous avons tout fait pour donc dissuader nos amis de ne pas le faire.
Et ils l'ont compris, ils l'ont pas fait, et ils ont préféré, je pense, une solution politique. Et nous avons dit que s'il y a un problème libyen, c'est aux Libyens eux-mêmes de résoudre. Et il faut qu'il y ait un gouvernement accepté par les Libyens. C'est à lui de chercher des alliances et pour contrer ce danger terroriste en Libye et ailleurs d'ailleurs. La Tunisie est en train d'acheter des hélicoptères aux États-Unis. Les Américains apportent une aide en matière de renseignement. Est-ce que la France en fait assez ? Nous avons une coopération étroite avec la France, peut-être pas dans les achats d'hélicoptères, mais nous avons une coopération en matière de formation, nous avons une coopération en matière de renseignement. Je pense que chaque pays a ses limites, chaque pays a ses moyens. La France, c'est un pays ami. Nous comprenons qu'il y ait des difficultés sur le plan financier, mais nous disons que en matière de lutte antiterroriste, il faut compter d'abord sur soi-même. Compter sur soi-même, la Tunisie, vous l'avez dit, a traversé depuis 2011 50 bouleversements, l'armée tunisienne également. Est-ce qu'on peut être sûr aujourd'hui des qualités de cette armée ? L'armée tunisienne n'est pas infiltrée. Nous avons un système humain de renseignement qui fait que notre armée est préservée contre ce genre de danger. Cela dit, la force de Daesh, par exemple, c'est une ambition territoriale et c'est aussi une forte attractivité à l'égard des jeunes, même en France d'ailleurs. Et donc forcément, si on dit jeune, ça peut être un jeune en chômage ou un jeune qui voudrait donc rejoindre la police ou l'armée. Mais en tout cas, pour le moment, nous avons une armée qui est solide. Vous savez, l'armée, elle a une cote très forte en Tunisie. Un dernier point sur l'enjeu méditerranéen en termes de sécurité. On parle beaucoup en cette saison encore du flux migratoire, des migrations entre la Libye et l'Italie, entre la Tunisie est également aux avant-postes, j'ai envie de dire. Oui. Il y a un flux qui existe également. Est-ce que c'est un sujet de préoccupation pour vous et comment est-ce que vous le combattez ou le contenez ? C'est un sujet très important pour nous. Nous coopérons avec nos amis italiens et dans le cadre de l'opération Sophia. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Nous avons donc réduit de manière extraordinaire le nombre de migrations clandestines. Et je pense que le risque maintenant, c'est de voir des éléments terroristes infiltrés avec les migrants. Vous parlez de terroristes infiltrés. Est-ce que, compte tenu des changements aujourd'hui en Syrie avec le recul de Daesh, est-ce que vous voyez revenir en Tunisie des djihadistes tunisiens qui étaient partis il y a quelques années, notamment en 2011, et qui avaient été parmi les premiers à partir en Syrie ? Tous les pays sont exposés à ces dangers. Tous les pays de la rive sud de la Méditerranée, donc la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, mais également l'Italie, la France, la Belgique, comme l'Allemagne également. Généralement, ceux qui reviennent, ils sont fichés. Donc, on sait maintenant ce qui se passe à Sirte peut entraîner un retour également d'une partie de ces djihadistes violents vers la Tunisie. Là, ça touche donc toute la Méditerranée et nous avons intérêt à coopérer, les pays du Sud comme le Nord, nous avons intérêt à coopérer et surtout coopérer en matière de stratégie. Comment faire face à ces jeunes ? Monsieur le ministre, je vous remercie beaucoup. Farhat Tourchani, le ministre tunisien de la Défense. À présent, place au sport sur RFI avec Philippe Zigraf. Il est des sélectionneurs heureux, ceux qui gagnent avec leur équipe ou qui travaillent dans de bonnes conditions, ou les deux. Ainsi, Aliou Cissé, l'entraîneur de l'équipe du Sénégal de football. Non seulement les Lions sont qualifiés pour la 14e phase finale de CAN de leur histoire, mais ils y ont mis la manière. Le Sénégal a été la seule équipe à avoir gagné tous ses matchs de la phase éliminatoire, 6 victoires face au Niger, au Burundi et à la Namibie. Ces bons résultats sont dus au talent, bien sûr, à un très bon groupe, à sa bonne mentalité. Chez les Lions, on fait passer les individualités derrière le collectif, ce qui ravit le sélectionneur. Mais pour Aliou Cissé, ce bon parcours n'est pas exclusivement dû aux joueurs. Il était ce mardi l'invité de notre émission Radio Foot International. Ces 6 victoires qu'on a fait, ce n'est pas seulement que le travail du staff technique. C'est tout un ensemble. Il y a eu l'aspect sportif, mais il y a eu aussi l'aspect organisationnel de la fédération, l'anticipation, le fait d'être parti en mission de prospection. Un exemple que je peux vous donner, quand on a joué contre le Niger, c'était une double confrontation où on devait jouer le samedi et le mercredi. Écoutez, nous, on est arrivé avant le Niger le mercredi. Donc ça veut dire que ça aussi, c'est l'État, c'est la contribution de l'État, c'est l'anticipation de la fédération.
La chance que j'ai aujourd'hui, en tout cas en tant que sélectionneur, peut-être que je suis bien tombé pour l'instant, c'est qu'il y a une fédération qui est là depuis pratiquement 5 ou 6 ans. Donc de nos échecs, de nos désillusions, on a appris, ils ont appris, maintenant ils ont emmagasiné de l'expérience, ils savent comment gérer en tout cas ces situations-là. Aujourd'hui, je les sens aux côtés de moi. Chaque fois que j'ai demandé quelque chose, même si ça a été difficile, je pense qu'ils ont toujours répondu présent, l'État a répondu présent, la fédération a répondu présent. Bon, j'espère que ça va continuer ainsi. Aliou Cissé, l'un des 3 entraîneurs africains sur les 16 équipes qualifiées pour la phase finale. Le Sénégal sera l'un des grands favoris de la prochaine CAN au Gabon. Le tirage au sort, on le rappelle, c'est pour le 19 octobre à Libreville. Et puis le football toujours, plusieurs sélections nationales disputaient des rencontres amicales ce mardi à Limbé, dans le nouveau stade. Loin d'avoir fait le plein, le Cameroun a battu le Gabon 2-1 grâce à un lob d'Edgar Sali dans le temps additionnel. Anatole Abang avait ouvert la marque pour les Lions indomptables. Les Gabonais avaient égalisé sur coup franc par Gaylor Kanga. Et puis à Moscou, la Russie a battu le Ghana 1-0. À Johannesburg, victoire de l'Afrique du Sud aux dépens de l'Égypte 1-0. But inscrit dès la 7e minute par Mpo Makola. Mohamed Salah, l'Égyptien, a eu plusieurs opportunités d'égaliser en seconde période. Ce match devrait être le dernier de Ephraim Machaba à la tête de la sélection sud-africaine. Celui que l'on surnomme Shakes ne devrait pas survivre à la triste 3e place des éliminatoires de la CAN derrière le Cameroun et la Mauritanie. Si l'Afrique, justement, en a terminé avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, l'Europe débute celle de la Coupe du Monde 2018, notamment la France, qui a perdu 2 points en Biélorussie, match nul 0-0 malgré une nette domination en seconde période. Dans les autres matchs du groupe de la France, un partout entre la Suède et les Pays-Bas, et à domicile, la Bulgarie s'est fait peur en battant le Luxembourg 4-3 avec le but vainqueur inscrit dans le temps additionnel. Prochain match pour les Bleus le 7 octobre contre la Bulgarie. À noter le succès de la Belgique à Chypre 3-0 avec un doublé de Romelu Lukaku et le Portugal, champion d'Europe, qui s'est incliné en Suisse 2-0 avec un premier but helvétique signé Brel Mbolo, le tout jeune attaquant d'origine camerounaise. On termine avec de l'athlétisme, mais pas de record du monde du mile pour Genzebe Dibaba sur la piste italienne de Rovereto. L'Éthiopienne a échoué d'1 seconde 74 centièmes dans sa tentative d'effacer des tablettes le record établi il y a 20 ans par la Russe Masterkova. Dibaba a couru en 4 minutes 14 secondes 30 centièmes, nouveau record d'Afrique et 2e meilleure performance de tous les temps en plein air. Le mile, 1609 mètres, n'est pas discipline olympique. Genzebe Dibaba détient actuellement le record du monde du 1500 mètres, une distance sur laquelle elle avait décroché l'argent aux Jeux Olympiques de Rio. Et puis le Congolais Franck Elemba, 4e de la réunion de Zagreb, celui qui fut porte-drapeau de son pays aux Jeux de Rio, a lancé à 20 mètres 89 d'un concours remporté par l'Américain Cruiser en 22 mètres 28. Franck Elemba avait terminé 4e à Rio. Voilà, c'était le journal des sports de Philippe Zigraf. Tout de suite, les meilleurs moments d'appel sur l'actualité, le zapping avec Juan Gomez. Suivez le zapping d'appel sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Bienvenue, c'est l'heure du zapping. Ce matin, nous dressions un bilan des 3 ans du président Ibeka à la tête du Mali. Lutte contre le terrorisme, chômage des jeunes, relance économique. Écoutez quelques-unes de vos réactions. Bien sûr que je suis déçu par le bilan à mi-parcours du monsieur Ibrahim Boubacar Keïta. Nous sommes dans une situation très difficile ces derniers temps, notamment la prise du village de Boni dans le centre du pays. Ça nous montre une fois de plus que nous sommes toujours dans une situation d'insécurité totale sur le territoire. Jusqu'à présent, le président de la République n'arrive pas à toucher du doigt le problème de l'armée, les réformes annoncées depuis très longtemps. Où sont les résultats? On a l'impression que rien ne bouge, rien ne marche au sein de l'armée. Il faut être serein lorsqu'on analyse le parcours de Ibeka. Et il ne faut pas oublier que quand il venait, le pays était à terre, complètement à terre. Bon, on ne peut pas dire que ce soit relevé, mais des choses ont été faites. Sur le plan de l'agriculture, il y a eu de gros progrès et cette année, on attend des récoltes records. Mais c'est vrai, il faut le reconnaître que Ibeka a commis de grosses erreurs. Il est venu en guerrier, il a voulu restaurer l'autorité de l'État, il n'a pas pu le faire. Il a voulu enrayer la corruption, il n'a pas pu le faire. C'est une désillusion totale. Nous, on attendait le président de la République Ibeka sur la lutte contre la corruption, mais force est de reconnaître aujourd'hui qu'autour du président,
c'est complètement pourri. Certes, il a eu la volonté de bien faire, mais la seule constance qu'on remarque aujourd'hui, c'est son inconstance. Et ce qui est encore pire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est touché par un scandale, on le fait changer de poste. Soit il quitte un ministère pour aller se retrouver à la présidence, soit il quitte la présidence pour aller se retrouver comme ministre. Par rapport au bilan économique, on peut dire que pour le moment, c'est pas un bilan qu'on peut flatter, d'autant plus que le Mali est un pays dont la majorité de la population est jeune. La plupart des jeunes ne sont pas contents de sa gestion politique et économique du pays. Et puis, ce qu'on peut retenir de Ibeka, c'est qu'il a eu quand même la chance de faire un triplé au Mali. Il a été Premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale, il a été président de la République. Donc, il a suscité beaucoup d'espoir. Franchement, les gens sont déçus parce qu'au niveau de l'économie, rien ne tourne. Et demain à 8h10 TU, nous lancerons le débat sur le dialogue national au Congo-Kinshasa. L'opposition a-t-elle raison de boycotter? On en parle demain. Voilà, c'était le zapping avec Juan Gomez. Ce programme Afrique Soir est terminé. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Bonne fin de soirée.